Nous allons nous intéresser, puisque le Festival de Cannes approche, aux frères Dardenne. Depuis 1987, les frères belges Jean-Pierre et Luc Dardenne, nés au début des années 50, en sont à leur 8e sélection au Festival de Cannes. Il y a des habitués à Cannes, Jarmusch, les frères Dardenne, les Cohen. Ils ont déjà eu 2 palmes d'or pour Rosetta en 1999 et pour L'Enfant, donc en 2005. Nous allons essayer de comprendre, c'est vraiment une bonne question, s'ils ont une formule magique pour être aussi souvent sélectionnés. Voilà, et la question provocante concernant les frères Dardenne, c'est toujours la même. C'est beau, mais c'est chiant. Oui. Ah, mais vous vouliez. Oui, et pour les Belges, c'est peut-être même chiant et pas beau. Non. T'as pas prévu de rentrer en Belgique prochainement? Non, j'ai pas prévu de rentrer en Belgique. Non, en fait, ce qui me fascine avec les frères... provocation, oui, évidemment. on est bien d'accord. Mais ce qui me fascine avec les frères Dardenne, c'est que c'est sans doute le succès qu'ils peuvent avoir à l'étranger, et notamment en France, et notamment à Cannes. Un succès qui n'est pas nécessairement le même en Belgique. Et j'y vois une raison toute simple, c'est que pour moi, il y a un manque, pour les Belges, un manque d'exotisme. C'est-à-dire un manque de décalage entre la réalité filmée et la réalité vécue. En définitive, si je prends mon cas personnel, moi qui viens d'un village à la frontière française, voir des gens qui galèrent à Seraing dans la banlieue de Liège, ça m'intéresse pas nécessairement. C'est quelque chose même que j'ai vu de mes yeux vus quand j'étais enfant. C'est une réalité que la plupart des Belges vivent parce qu'il y a toute une série de niveaux différents dans les villes belges et qu'on est peut-être moins segmenté qu'en France ou que dans d'autres pays. Donc c'est une réalité en fait que j'ai pas nécessairement envie de voir au cinéma. Et je vais même aller plus loin, j'ai envie de la voir chez Ken Loach qui raconte parfois la même chose, mais qui le raconte de l'autre côté de la Manche. Je me souviens très bien quand j'ai fait une partie de mes études en France et je suis allé, la première fois que je suis arrivé à Sciences Po, là où j'ai fait une partie de mes études, il y avait un ciné-club et c'était La Promesse des frères Dardenne. Et je me suis dit, je vais aller voir, je vais essayer de me faire des copains, etc. J'ai regardé le film que je... Vous voyez la motivation. C'est vraiment c'est ce qu'on appelle la triangulation. Je vais voir les frères Dardenne, mais c'est pour me faire des copains, voilà. Si possible. Et je me souviens, donc c'était La Promesse, et ce film ne m'a absolument pas touché, parce qu'encore une fois, il n'y avait pas de distance, et tous les gens qui étaient dans la salle ont crié au génie, le prof de cinéma qui était là, il dit c'est magnifique, c'est incroyable, etc. Je dis, c'est un mec sur une mobilette, quoi. Non mais voilà, et donc je critique absolument pas le cinéma. Non, mais je critique absolument pas ce cinéma-là, je vous dis simplement que, de mon point de vue de Belge, ça a sans doute moins d'intérêt que pour un public cannois, ou cannois de manière générale. Mais c'est aussi pour ça, vous avez raison, Sylvestre, c'est vrai que pourquoi il plaise autant au Festival de Cannes. Ken Loach aussi est de retour au Festival de Cannes, il est en lice pour la Palme d'Or. Jarmusch aussi. Jarmusch, alors Jarmusch, pour moi, n'est pas exactement, c'est pas exactement ce que je voulais expliquer, c'est-à-dire que je pense que le Festival de Cannes veut mettre en avant un cinéma social, un cinéma qui nous parle du monde d'aujourd'hui. Là c'est le jeune Ahmed, donc c'est un jeune homme, un jeune Belge qui devient radical, enfin qui choisit un islam radical. Donc on est vraiment pile dans les questions du temps. Et je pense que c'est ce qui le intéresse. énième film sur ce sujet. Exact. Oui, alors ça effectivement, mais il n'empêche que le Festival de Cannes a envie de montrer des films qui nous parlent de notre société, qui est à hauteur d'homme et qui a une fibre sociale. On retrouve ça chez Ken Loach, on retrouve ça chez les frères Dardenne. C'est ce qui touche a priori. Voilà, je voudrais qu'on fasse un petit point. D'abord, on va rappeler quels sont les grands films des frères Dardenne, grâce à Laura qui sait tout. Et après, alors, vous savez d'ailleurs qu'il y a un classement. Il y a le site Sens Critique qui dit, voilà, on fait le top 10 selon les internautes des 10 meilleurs films Dardenne. Donc, vous avez dit Rosetta, 2 jours, 1 nuit avec Marion Cotillard, Le gamin au vélo avec Cécile de France, La fille inconnue avec Adèle Hanel, Regarde Jonathan, qui était un documentaire, L'enfant, que vous avez rappelé également, Le silence de Lorna et La promesse... dont a parlé Sylvestre. Alors, il faut expliquer que les frères Dardenne aussi, c'est quelque chose qui est assez proche, d'où l'amour de la France, de ce qui a été voulu au départ par la nouvelle vague, non pas par la version, comment peut-on dire, un peu expressionniste à la Godard, c'est-à-dire extrêmement romantique. Mais chez les Dardenne, c'est la caméra à l'épaule, c'est l'économie de moyens. Au niveau du dogme, par exemple, de Lars von Trier, on est vraiment dans quelque chose qui se veut dans une tradition très particulière et avec un maximum quand même, et ça c'est positif justement,
d'émotions sorties des acteurs. En fait, ce qu'il faut dire aussi, on regarde les Palmes d'Or, il y a beaucoup, vous l'avez souligné, donc ce cinéma social, un cinéma qui est très dénudé, un cinéma qui est souvent très austère. Il y en a eu beaucoup dans l'histoire de Cannes. Je pense que la Cannes roumaine, en fait, la Palme d'Or roumaine de Cristian Mungiu en 2007, 4 mois, 3 semaines, 2 jours, qui se déroulait donc dans un Bucarest fin Ceausescu, donc de cette jeune femme qui voulait se faire avorter. Un film, mais d'une austérité, c'était luthérien. Vous lui très bien l'austérité. Ouais, mais c'était... Et Cannes en a beaucoup de ce cinéma-là social. Ça explique peut-être le succès des Dardennes. Je pense que Bernard revenons sur les Dardennes, Michel. Ouais, alors je suis entièrement, voilà, j'entends parfaitement ce que tout le monde dit. Avant l'émission, j'expliquais que j'aime bien regarder, effectivement, quand je tombe sur un film sur les Dardennes, quand je choisis de le faire parce qu'on tombe difficilement par hasard, je le regarde, mais il faut toujours que je me motive pour le faire. C'est un effort d'aller regarder un film des Dardennes parce que, en général, c'est prenant. Cela dit, au-delà, on va dire, du concept social qui s'inscrit parfaitement avec Cannes, quand effectivement on regarde tout le monde, ce soit Loach, ce soit Haneke, que ce soit Haneke un petit peu moins, mais Van Sant, Michael Moore, enfin, voilà, on est parfaitement là-dedans, donc ils sont en parfaite adéquation. Maintenant, là où il y a le petit plus pour moi des Dardennes, c'est qu'évidemment, ils viennent de la tradition du documentaire, donc ils essaient de recréer quelque chose dans la fiction qui a cette sincérité-là. Et ce qui les intéresse, eux, c'est au-delà du constat, on va dire, social, et qui est souvent difficile. C'est-à-dire que tout ce qu'ils essaient de faire, eux, c'est de nous montrer le moment précis où tout d'un coup, chez l'acteur ou chez le personnage principal du film, il y a cette espèce d'éveil, ce qu'on appelle, voilà, j'ai lu plusieurs articles pour ça, j'en suis pas arrivé tout seul à cette conclusion, une sorte d'éveil de la conscience morale, d'éveil de la conscience de l'acteur, le changement. Donc quand on prend conscience qu'il se passe quelque chose autour de soi et il y a un changement du personnage à ce moment-là. Et c'est ça qui fait l'universalité et la force de leur cinéma qui souvent se passe aussi, qui toujours se passe dans des situations qui sont compliquées. Et pour arriver à ça, on voit aussi que souvent ils ont travaillé avec des acteurs qui bossaient pour la première fois. Jérémy Régnier dans La Promesse, Émilie Duquesne pour Rosetta. Ahmed, c'est des comédiens amateurs, enfin, qui n'ont jamais tourné, parce qu'ils préfèrent travailler avec des acteurs justement qui n'ont aucun background cinématographique. À part Olivier Gourmet et Marion Cotillard. Il y en a eu quelques-uns. Et dans ce cas-là, disent-ils... Cécile de France, exact. Et dans ce cas-là, ce qu'il dit justement et qui est intéressant, c'est-à-dire quand ils travaillent avec des acteurs ou des actrices qui sont chevronnés, ils les font bosser pendant 4 ou 5 heures d'affilée. Ils leur font faire la scène un nombre de fois invraisemblable jusqu'à ce qu'ils soient complètement crevés. Et quand ils sont crevés, à ce moment-là, eh ben, il va se passer le moment où le masque tombe et ils arrivent à atteindre, à toucher ce petit bout de sincérité qu'il y a même chez les acteurs et qui, du coup, eh bien, nous touche, nous, public, quand on regarde parce qu'on a l'impression d'être à la juste distance pour participer d'une émotion. Ce qu'ils ont fait avec Marion Cotillard, c'est quand même assez époustouflant quand on la connaît dans ses autres rôles et quand on la voit dans un film des Frères Dardenne. Elle est juste, il reste juste son humanité et il n'y a aucun phare, il n'y a rien, quoi. Et Mathieu, il faut souligner que l'aspect dogme de leur cinéma est peut-être un peu surfait. C'est-à-dire qu'ils travaillent beaucoup, notamment l'éclairage. L'éclairage, il paraît que c'est hallucinant le travail qui est fait là-dessus, ne serait-ce que pour placer dans le fond cet aspect, ce faux naturel. Il est énorme et d'ailleurs dans plusieurs de ces films, ils ont avoué qu'ils ne tournaient jamais lorsqu'il faisait soleil et donc ils font vraiment exprès de retrouver donc ces espèces d'environnements glauques. Donc c'est un travail donc naturaliste mais qui est faussement naturel. Mais c'est l'ambiance qu'ils veulent donner. Exception faite du Gamin en vélo, ils l'ont toujours reconnu, leur film le plus solaire avec Cécile de France, où il y avait quand même énormément de soleil, extrêmement ensoleillé. C'était l'un de leurs seuls films. Hein. C'est vraiment l'exception qui confirme la règle, vous avez raison Mathieu, et qui avait vraiment une sorte d'optimisme qui était porté par Cécile de France. Mais c'est vrai que l'humanité, ce sont d'excellents directeurs d'acteurs et d'actrices, parce qu'effectivement, ils arrivent vraiment à sortir. Très respectueux, malgré le fait qu'il semble-t-il... Enfin, il n'y a pas de critique d'acteurs ou d'actrices qui ont joué avec eux, qui ont trouvé insupportable les tournages, quand bien même ils vont chercher les dernières ressources de ces acteurs, de ce qu'on a pu lire. Enfin bref, il y a un génie quand même, il y a un génie, il y a un vrai talent dans ce qu'ils font. Mais alors, ce qui est fou, c'est que sur les réseaux sociaux, c'est un peu comme ici, c'est-à-dire on fait comprendre que ça peut être chiant, hein, comme vous l'avez dit en introduction. Alors, je ne l'ai pas dit, je l'ai suggéré. Vous l'avez suggéré. Et sur les réseaux sociaux, on dit exactement la même chose. Faut que... Il y a de vrais débats qui sont instaurés et dit mais
pourquoi on ne peut pas les critiquer, pourquoi on ne peut pas dire ce que sont réellement leurs films, en tout cas pourquoi on ne nous laisse pas la parole. Et quelqu'un, un internaute dit « Ah si, en répondant à un autre qui dit « Comment tu oses t'attaquer aux frères Dardenne ?» Il dit « Ah si, c'était super, c'était chiant à mourir, mais c'était vraiment très bien. » Et c'est vraiment ce qu'on retrouve, c'est qu'il y a quand même un débat entre... Ils sont presque inattaquables, même sur Twitter, qui est un réseau qui ne se prive pas de critiquer en général. Cela étant dit, il existe un minimal art, il peut y avoir un cinéma minimal. Par exemple, vous avez des films de Karl Dreyer dans l'histoire du cinéma qui fonctionnent pratiquement que sur des gros plans. Tout ça est une tradition du cinéma qu'ils intègrent ou qu'ils incarnent parfaitement. Le Jeune Ahmed est donc un long métrage sur la radicalisation islamiste, je le rappelle. Ce sont pour les Belges quand même 2 metteurs en scène très importants, même si effectivement l'exotisme vu de l'intérieur de la Belgique est tout à fait différent